Sami Zayn face à Gunther pour le titre intercontinental à WrestleMania, ça a de la gueule, non? Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mon récap de Raw du 11 mars 2024. Le show rouge qui s'ouvre avec Drew McIntyre, mais avant cela, n'hésitez pas à mettre le pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. McIntyre dit que l'égoïste et le drogué Seth Rollins fait toujours tout mal. Rollins devait accepter ce main event et faire 2 matchs de suite. Rollins doit se soigner. Il a envoyé Rollins au tapis lundi dernier, mais Rollins a retrouvé de l'énergie pour exprimer son côté égoïste. Est-ce qu'on veut savoir quelle est la plus grande image? La foule chante CM Punk, CM Punk. McIntyre dit que non. Il espère une carte de remerciement de la part de CM Punk car il le garde important. Ce n'est pas Rollins, Rhodes ou McIntyre. La plus grande image, c'est The Rock. Il faut penser à toute l'histoire de la compagnie. En fait, on connaît même pas l'histoire de notre pays. Tout a commencé dans des carnavals jusqu'à des stades sold out. La prochaine évolution est de travailler avec des gens avec le plus de pouvoir sur la planète. McIntyre dit que Rhodes a insulté la famille de The Rock. Il comprend l'histoire, mais ça n'a rien à voir avec Seth Rollins. Le catch est plus grand que Rollins. Rollins doit le comprendre afin de devenir possiblement une légende. McIntyre dit qu'avec lui, nous aurons un futur champion qui nous rendra fiers et dans lequel on pourra émotionnellement s'investir. La musique du champion du monde, Seth Rollins, le coupe et il arrive sur le ring. Rollins demande à McIntyre de garder le silence. Rollins dit que McIntyre semble désespérément chercher son attention, alors il va lui donner. Il a une bonne news pour McIntyre, maintenant que le main event de la nuit 1 est officiel, peut-être que McIntyre pourrait essayer de lui donner un autre Claymore pour voir ce qu'il peut faire. Rollins se met sur ses genoux et l'invite à le cogner. Rollins dit qu'il a oublié, McIntyre est un lâche, Rollins lui tourne alors le dos. McIntyre dit qu'il est ici pour dire que Rollins avait raison. Rollins est celui qui l'a avisé de passer à autre chose et oublier la Bloodline. Rollins avait raison, ça le rend fou de voir Sikoa et Jimmy dans ses matchs, mais il a écouté les conseils de Rollins pour le titre de champion du monde et pour Raw. Il a donné le même conseil à Rollins, mais Rollins ne l'a pas pris car Rollins se préoccupe seulement de lui-même. Rollins dit que McIntyre lui rappelle quelqu'un. Il a oublié son nom, quelqu'un avec beaucoup de tatouages venant de Chicago. McIntyre lui fait penser à CM Punk. Il pensait que CM Punk était le plus grand hypocrite avant de rencontrer McIntyre. Pendant des années, McIntyre s'est battu en disant que la Bloodline lui a coûté les gros matchs et soudainement, on dirait que McIntyre veut être un membre honorifique de la Bloodline. Il y a quelques semaines, McIntyre bat Cody Rhodes, mais est-ce qu'il aurait pu le faire sans l'aide de la Bloodline? McIntyre a battu Jey Uso lundi dernier, mais est-ce qu'il aurait pu le faire sans l'aide de la Bloodline? Il pense que McIntyre adorerait avoir la Bloodline pour l'aider à le battre à WrestleMania. McIntyre adorerait avoir The Rock pour poser avec lui, mais ça n'arrivera pas. Rollins dit que lui et Cody à la nuit 1 de WrestleMania vont se débarrasser de la Bloodline. Et à la nuit 2 de WrestleMania 40, la même chose arrivera comme toujours lorsqu'ils s'affrontent en 1 contre 1. Il va battre Drew McIntyre et les gens vont chanter son thème d'entrée. McIntyre dit qu'il sait ce que Rollins essaye de faire, il ne va pas sortir Rollins de sa misère, il doit le battre à WrestleMania et Rollins ne peut rien dire pour le provoquer. McIntyre va quitter le ring mais Rollins va l'arrêter. Rollins demande si McIntyre veut savoir pourquoi il ne lui a pas porté autant d'attention dans la route vers WrestleMania. Il y a beaucoup de menaces pour WrestleMania entre The Rock, Roman Reigns, son genou, son dos, et tout en bas de la liste, il y a Drew McIntyre, le moins important. McIntyre s'approche du ring furieux, mais décide finalement de s'en aller. Encore une très grande promo de la part de Seth Rollins et Drew McIntyre. Tous les points dont ils parlent sont très intéressants et très importants pour la suite de cette histoire. On parlait d'un Rollins qui n'était pas du tout attentif à ce que faisait McIntyre et qui se reposait trop sur l'histoire de la Bloodline et de Cody Rhodes. McIntyre le remet en avant, mais Rollins met ça en avant en disant que pour lui, McIntyre n'est pas une assez grande menace et du coup il ne prend même pas McIntyre au sérieux. Et je trouve que c'est intéressant du point de vue là, ça met en avant que Rollins est peut-être trop sûr de lui. C'est peut-être ce qui va lui coûter ce titre à WrestleMania. Donc c'est très intéressant comme point de vue. Et Rollins, encore une fois, fait une très belle promo comme McIntyre. Liv Morgan fait face à Becky Lynch, un combat de 9 minutes. Et c'est un match qui va mériter les This is Awesome du public, car c'était vraiment très très bon, un excellent combat. Un combat qui va surtout mettre en avant Liv Morgan. Et c'est l'habitude qu'a Becky Lynch dans ce type de combat-là. Je ne sais pas à quel point c'est voulu de sa part ou de la part des producteurs des combats, mais souvent dans ce type de match-là, elle va mettre en avant ses adversaires et je trouve que c'était important de mettre en avant Liv Morgan dans ce combat-là. Une Liv Morgan qui arrive tout le temps deuxième, troisième, mais qui n'arrive jamais à être première, qui n'arrive jamais à être la tête d'affiche. Et je trouve que dans ce combat, elle a vraiment une gueule de tête d'affiche, elle a vraiment les qualités et les capacités pour nous montrer qu'elle est capable d'être numéro 1
à un moment ou à un autre, mais aujourd'hui n'était pas le moment. Becky Lynch va l'emporter. Je dis qu'aujourd'hui n'est pas le moment car Liv Morgan aura son moment. C'est sûr et certain, elle aura son moment vu ses qualités, elle aura son moment, mais on est sur la route de WrestleMania et il y a quelque chose de plus grand malheureusement aujourd'hui, et c'est Becky Lynch face à Rhea Ripley. Et justement, après le combat, Becky Lynch célèbre sa victoire, mais la musique de Rhea Ripley va commencer. La championne arrive sur le ring et prend le micro. Ripley félicite Becky pour avoir battu Morgan, mais est-ce que ça en valait le coup ? À chaque semaine, Becky semble tout donner et à chaque semaine, on s'approche de WrestleMania. Mais c'est The Man. Elle affronte n'importe qui, n'importe où, au nom des fans et sa famille. Mais elle connaît la réelle raison. Becky veut prouver qu'elle est toujours la meilleure. Ripley dit qu'au fond de Becky sait que Rhea est meilleure qu'elle. Alors Becky fait tous ses matchs pour avoir une excuse de perdre à WrestleMania. Si Becky ne vient pas à 100% à WrestleMania, Becky va sortir de WrestleMania comme rien de moins qu'une déception. Becky dit qu'avant le Royal Rumble, elle a dit à Ripley qu'elle devait prouver qui est la meilleure. Ce doute a planté une graine qui est devenue un arbre et les branches touchent le monde entier. Becky dit que lorsque les gens croient en elle, elle est talentueuse, elle est forte. Mais lorsque les gens doutent d'elle, elle est encore meilleure. Si c'est Becky contre le monde entier à WrestleMania, le monde entier n'aura aucune chance. Et je trouve que c'est une promo très intéressante parce qu'on comprend du côté de la WWE que Ripley est très over et que Becky Lynch va devoir presque se battre contre le monde, contre les fans. Évidemment, Becky va avoir le soutien de la part de quelques fans, d'une partie des fans à WrestleMania, c'est sûr et certain, et sur cette route de WrestleMania. Mais, ils en sont bien conscients, Ripley va avoir beaucoup de fans derrière elle. Et la manière dont a dit Becky Lynch cette phrase « Le monde entier sera contre moi à WrestleMania », ça veut clairement dire que la WWE comprend dans quel monde on est et comprend la situation. Et ça, c'est une très bonne chose. Candice LeRae et Indy Hartwell font face à Maxxine Dupri et Ivy Nile, un combat qui ne va pas durer mais qui est intéressant pour une raison. Pendant le combat, Maxxine Dupri va vouloir porter le Caterpillar, sauf que Candice LeRae va se mettre devant et va dire « Attends, tu te moques de nous ? Tu comprends pourquoi tout le monde se moque de toi, tu comprends pourquoi tu es la honte de ce business, parce que tu n'as rien à faire ici. » On va jouer avec ce côté réalité, hein. Pour ceux qui ont oublié il y a quelques semaines en live event, Maxxine Dupri s'est fait huer et on joue de ce côté-là de la part de la WWE, et je trouve que c'est une très bonne chose. Indy Hartwell et Candice LeRae vont remporter ce combat, mais si on joue là-dessus de la part de Candice LeRae qui va déjà apporter un peu plus à son personnage, c'est quand même un peu mieux. Ça va être un peu la bully, hein, celle qui va harceler Maxxine Dupri, et une Maxxine Dupri qui va devoir prouver au monde entier qu'elle est réellement au niveau et qu'elle mérite entre guillemets d'être ici. Et ben s'ils en font une bonne storyline, et ben moi je suis pour. Vraiment, ça peut être une très bonne chose pour Maxxine Dupri. En coulisses, on retrouve les general managers de Raw et de SmackDown, Adam Pearce et Nick Aldis, pour une grande nouvelle. Nick Aldis dit que comme fan de catch par équipe, il est heureux d'annoncer que le Judgment Day va défendre les titres par équipe contre 5 des meilleures équipes de la WWE dans un match de l'échelle à 6 à WrestleMania. Pearce dit que les équipes de Raw et de SmackDown vont s'affronter d'ici les prochaines semaines afin de se qualifier à WrestleMania 40. On s'attendait à quelque chose d'autre, on s'attendait possiblement à une séparation des titres tag. Ce n'est pas le cas, mais pour le coup, cette nouvelle est quand même énorme. On va avoir un match à 6 équipes avec, comme stipulation, un match de l'échelle. C'est une stipulation légendaire pour les titres tag à WrestleMania. Évidemment, on a tous le même match en tête et je trouve que c'est une très bonne nouvelle. On s'attendait, on voulait à WrestleMania un match de l'échelle. On voulait possiblement pour le titre intercontinental, pour le titre US. On va l'avoir pour les titres tag et franchement, j'en suis très heureux. Interview de Cody Rhodes par Michael Cole sur le ring. Cole dit que le Rock a rappelé qu'il est dans le conseil d'administration et qu'il est le patron de Cody Rhodes. Alors pourquoi l'avoir giflé? Cody dit qu'il sait que The Rock est son patron, mais il n'est pas si sûr si c'est le cas. Si c'est le cas, c'est bien de frapper son patron des fois. Avant les tapis rouges et la promotion de ses produits, The Rock était un catcheur. The Rock sait exactement c'était quoi la gifle, c'était la monnaie de sa pièce. Cole demande pourquoi Cody a décidé d'accepter un match supplémentaire et risquer son match en nuit 2 de WrestleMania 40. Et pourquoi faire ça avec Seth Rollins? Comment lui faire confiance après ce passé? Cody dit que les gens changent. Il a cassé un trône et maintenant la personne du trône est son allié. Il a même fait équipe avec Jey Uso. Sa relation avec Seth n'a pas toujours été parfaite, mais il lui fait confiance. Cody dit que c'est sa chance d'avoir un match équitable contre Roman Reigns à WrestleMania. Cody lance un extrait d'octobre dernier à Raw où Cole lui demandait si l'histoire de Cody sera simplement d'être prêt de gagner. Cody dit que c'était une bonne question, et en voici une autre. Est-ce qu'il a l'air nerveux? Il est nerveux et il a peur. L'histoire n'est plus le titre de Roman Reigns et lui, l'histoire est tous les fans qui le suivent jusqu'à la fin. L'histoire est une jeune fille aveugle qui est venue en ringside pour l'entendre et le soutenir. Même des fans de sa famille comme sa sœur qui soutenaient leur père, ou bien pour sa mère, la seule personne qui lui reste. Il ne peut pas donner le titre à son père, mais il peut le faire pour sa mère.
Ou bien aussi son fan numéro 1, sa femme Brandi Rhodes. Elle a pris une chance avec lui alors qu'il avait un masque affreux et qu'il se prenait des RKO à chaque soir. L'histoire est plus grande que lui, mais elle repose sur lui. Cody dit que c'est la fin de l'histoire, c'est la dernière manche. Il est content de voir ce moment car pour la première fois de l'histoire, Michael Cole pourra dire qu'un Rhodes est champion WWE. Cole pourra dire que Cody Rhodes a terminé son histoire. C'était une très grande promo de la part de Cody Rhodes et à chaque fois qu'il parle de sa famille, évidemment ça me met des frissons. Cody Rhodes qui était bien dans l'arme cette fois-ci lorsqu'il a parlé de sa mère. Certains diront que c'est facile et que c'est toujours la même chose. Moi vraiment quand il parle de son père, quand il parle de sa famille, il peut en parler autant qu'il le veut. C'est son histoire personnelle. Si lui ça le touche encore après autant d'années, et on est qui pour le juger? Je veux dire, on ne vit pas le deuil tous de la même manière et ça c'est vraiment des critiques, des reproches que je vois sur les réseaux sociaux des fois et je ne comprends pas. Vraiment, je pense que certains d'entre vous n'ont pas perdu de proches. Et bref, je vais pas aller plus loin, mais je trouve que certains sont un peu durs avec Cody Rhodes. En tout cas, cette promo était vraiment excellente, une nouvelle fois de la part de Cody Rhodes, bien émouvante. Les Kabuki Warriors défendent leur titre tag face à Zoey Stark et Shayna Baszler, un combat de 7-8 minutes, c'était un bon combat, on peut pas dire que le public était hyper emballé. Bon, ils vont se réveiller de temps à autre, mais globalement le public en a pas grand chose à faire. Et est-ce que je peux leur en vouloir? Pas réellement, parce que vraiment, Zoey Stark, Shayna Baszler, en termes de charisme, je parle de charisme, d'aura, en termes d'équipe, ça va pas très haut. Ça va pas très haut et pourtant j'adore ce que fait Zoey Stark dans ce combat. C'est pour moi celle qui est la plus intéressante, la plus pertinente. C'est celle qui montre le plus ses qualités. Vraiment, elle est très bonne dans ce match. Mais voilà, ça va pas plus loin que ça. On va avoir une intervention de la part de Dakota Kai qui va donner l'avantage aux Kabuki Warriors qui vont remporter ce combat. On peut se demander qui sera la prochaine équipe à aller les challenger. Une équipe qui sera formée du côté de SmackDown avec, je ne sais pas, du Jade Cargill, du Bianca Belair. On peut peut-être imaginer ce genre de choses. R-Truth fait face à Damien Priest et je parlais de combat avant qui manquait d'ambiance, et bien c'est totalement l'inverse sur ce combat, le public est à fond derrière R-Truth et c'est vraiment génial à voir. Je suis pas forcément le plus grand fan de R-Truth, de Awesome Truth, surtout parce que R-Truth je pense qu'on est tous fans, mais c'est plutôt l'équipe avec The Miz, mais pour le coup il n'y a rien à dire en termes d'ambiance, c'est assez exceptionnel. Il va faire le show, il va nous faire l'enchaînement classique de John Cena, son héros d'enfance, c'était plutôt très bien avec l'attitude adjustment, enchaîné avec un STF derrière, c'était vraiment très cool, mais ça ne va pas suffire, parce qu'à l'extérieur du ring, alors que DIY était présent pour le soutenir, ils vont se faire attaquer par le Judgment Day. R-Truth va sauter à l'extérieur du ring, mais en revenant sur le ring, il va prendre le finish de Damien Priest, 1, 2, 3, victoire de Priest. Après le combat, le Judgment Day va continuer son attaque sur DIY, histoire de montrer que l'équipe dominante, l'équipe championne, c'est bien le Judgment Day. Jey Uso est sur le ring et prend le micro. Jey dit qu'il veut parler de Jimmy Uso. Il est venu à Raw pour un nouveau départ, mais la Bloodline ne va jamais le laisser partir. Jimmy Uso ne va jamais le laisser. Alors pourquoi ne pas faire frère contre frère, sang contre sang, Uso contre Uso, Jey contre Jimmy à WrestleMania? C'était court, c'était intense, c'était génial, dans le sens où le public va chanter, crier « Yeet » à chaque fin de phrase, et on n'avait pas besoin de plus pour nous annoncer un Jimmy Uso contre Jey Uso. On savait qu'il allait arriver, vu les dernières semaines, vu les derniers mois. Ça va arriver, on attend juste la réponse de Jimmy, mais clairement, si Jey propose ce challenge, c'est que ce match va arriver. Certains diront que c'est dommage parce que ce match va se noyer dans plein d'énormes gros matchs et qu'il aurait peut-être mérité, dans un WrestleMania un peu plus faible en termes d'affiche, un main event. Je suis plutôt d'accord, il aurait pu être un main event de WrestleMania si il n'y avait pas autant de grosses affiches. Maintenant, ça va être un gros combat de Mania et j'ai quand même bien hâte de voir ça. Et le match main event, Gauntlet match pour déterminer qui sera le challenger numéro 1 de Gunther à WrestleMania. On va commencer avec Ricochet face à JD McDonagh qui était le meilleur match de ce Gauntlet match avec le dernier, on en reparlera. C'était excellent, en plus on va leur laisser du temps parce que je savais que ça allait être bon JD face à Ricochet, mais ça dépendait du temps qu'on allait leur donner et on leur a donné pas mal de temps, 8-9 minutes, quelque chose comme ça, et c'était vraiment excellent, ça rappelait vraiment une époque NXT, j'ai envie de dire, pour les deux. C'était vraiment un excellent combat, vraie belle alchimie entre les deux, et c'est Ricochet qui va gagner ce combat avec un Shooting Star Press sublime, sauf que Ricochet il va enchaîner face à Bronson Reed, et Ricochet à ce moment-là, plutôt malin, va sauter directement sur Bronson Reed, ne va pas perdre une seule seconde, il va réussir à prendre le dessus assez rapidement, mais dès que Reed va réussir à mettre ses mains sur Ricochet, c'est fini, Reed va enchaîner Ricochet avec son tsunami, 1, 2, 3, victoire de Bronson Reed. Bronson Reed va ensuite enchaîner face à Sami Zayn qui arrive assez tôt dans ce
Gauntlet Match. Là, c'était un match assez court aussi, hein, mais bien intense. Forcément, il y a Bronson Reed, c'est intense. Le public bien derrière Sami Zayn. Et un Zayn qui va gagner ce combat avec un Sunset Flip Powerbomb. Sami Zayn qui enchaîne face à Shinsuke Nakamura et c'est le match sans doute le plus anodin de ces combats-là. Un match qui va pas aller très loin et surtout un match pas hyper intéressant je trouve. C'est un match qu'on avait déjà eu ces dernières semaines et qui pour le coup là n'apporte rien à ce match. Zayn va l'emporter avec son Eleva Kick et c'est tout ce qu'on retiendra pour arriver au dernier round avec Sami Zayn face à Chad Gable qui étaient les deux favoris pour ce combat, les deux gros babyface favoris et les deux vont se retrouver face à face et le public est derrière les deux. Tout simplement le public va popper pour les deux et ça me fait plaisir parce que Gable depuis quelques semaines a pas mal mis de vidéos sur son compte Twitter et je trouve que les vidéos sont très bien montées, sont très bien faites pour nous hyper un Chad Gable qui veut un match à Mania et je trouve que c'était bien fait et on arrive à un super combat entre les deux. On va avoir pas mal de transitions entre les prises de soumission de Gable et un Sami Zayn qui va réussir à prendre l'avantage. C'est vraiment très beau, c'est très fluide, c'est très bien amené, c'est très bien fait. Techniquement, vraiment c'est très beau. Mais c'est Sami Zayn qui va l'emporter, un Sami Zayn qui a vendu le gars fatigué, a vendu le fait qu'il a fait plusieurs matchs auparavant avec un Bronson Reed qui lui avait fait un tsunami avant que Shinsuke Nakamura arrive, donc il était bien affaibli, mais ouais, c'était un vrai bon gauntlet match, un vrai bon combat. Certains diront que sur le roll-up de Sami Zayn sur Chad Gable, les épaules de Chad Gable ne sont pas totalement au sol. Je ne sais pas, moi j'ai l'impression qu'elles sont sur le sol et certains essayent de penser qu'on va aller sur un match à 3 parce qu'un Gable mériterait d'être dans ce match pour le titre intercontinental vu qu'il n'a pas les épaules totalement au sol. Moi j'ai du mal à croire ça, mais on verra bien, on est à l'abri de rien. Après le combat, Gable ne peut pas croire ce qu'il vient d'arriver, hein, vraiment un Gable qui est désabusé et Gunther va venir vite fait pour se montrer parce que c'est officiel, on aura bien Sami Zayn face à Gunther pour le titre intercontinental à Mania. C'est un match qu'on a déjà vu mais c'est un combat qui a de la gueule à Mania. C'est pas très grave qu'on ait déjà eu ce combat, c'est pas une affiche qu'on a eu 15 000 fois auparavant et là on est quand même au plus grand événement de l'année à WrestleMania, un Sami Zayn qui n'aurait pas été à WrestleMania. J'aurais trouvé ça très bizarre. Bilan de ce Raw, eh bien pour moi on est sur un 9 sur 10. J'ai vraiment adoré ce Raw. Je trouve qu'en termes de promo, McIntyre, Cody, Seth, c'était vraiment excellent. Vraiment, je me suis régalé. Même ce qu'ils ont fait avec Becky Lynch, ce qu'ils essayent de faire avec Becky Lynch. Et Becky Lynch et Liv Morgan qui se sont fait attaquer par Nia Jax. Et la semaine prochaine, on aura Becky Lynch face à Nia Jax dans un Last Man Standing. Oui, excusez-moi, j'ai pas parlé des 1 ou 2 segments backstage qu'il y avait parce qu'ils étaient beaucoup trop courts. J'avais pas grand chose d'autre à dire. Andrade est allé voir le Judgment Day une nouvelle fois. Bref, je vais pas juste vous dire ça, ça n'a pas trop d'intérêt. La stipulation pour le match tag par équipe aussi qu'on aura à WrestleMania, un match de l'échelle, ça c'est vraiment très cool. Et le main event, un gauntlet match qui était sublime, on leur a laissé du temps, une trentaine de minutes. Franchement, rien à dire sur ce show, c'était vraiment très bon. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner. Et nous on se retrouve dans la semaine pour d'autres vidéos. Salut